Donc je suis Maxime Dieda de Terre de Marche, je suis un des 4 fondateurs. Terre de Marche, c'est quoi? C'est une ferme urbaine à Marseille. On est à 6 km du centre-ville, du Vieux-Port. On cultive aujourd'hui sur 2 hectares en maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut faire pousser à Marseille, on fait pousser. Et en bio. Ah bah c'est le principal, si c'est bio, c'est bon. Si c'est bon, voilà, si c'est bio, c'est pas grave si c'est quartier Saint-Marc, dans le quartier nord de Marseille. Et la particularité, c'est qu'on est également, en fait, en plus de producteurs de fruits, de légumes, d'épices, d'œufs, d'olives, on brasse plein de quoi. Je ne vais pas le faire maintenant. On est également traiteur, vous aurez l'occasion de manger à midi notre cuisine, réalisée à 60% à partir de nos fruits, légumes, etc. Et après, pour le reste, pour ce qui vient pas de chez nous, en fait, c'est des producteurs de confiance avec qui on bosse, qui au minimum ont le même label que nous. On est tout labellisé en bio, hein, et on bosse même en biodynamique. On connaît directement, on sait comment ils bossent, et parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire, en fait, et on fait pas tout marchand local. Dans l'équipe, on est les 3 à droite et être issus de l'école du paysage de Versailles-Marseille. Donc on est paysagistes et pour 2 d'entre nous urbanistes également. On est 2 à avoir fait notre diplôme sur la question de l'agriculture à Marseille. Donc il y avait déjà un prémisse avant qu'on sache qu'on crée ce qui est aujourd'hui une entreprise. Il y avait déjà des prémices comme ça de mixer l'agriculture avec la ville. On a également Palo sur la gauche, qui va rejoindre un petit peu plus tard, qui lui est urbaniste spécialisé dans la question de mobilité et de transport. Pas du tout une formation agricole, c'est aujourd'hui notre responsable de culture. Arthur le deuxième, qui est notre chef cuisinier, et ici Augustin, qui est également sur le maraîchage et sur tout ce qui est gestion de l'eau et de l'énergie. On verra après. Marseille, on dit il y a le canal, mais nous on n'est pas au canal en fait. Ça coûterait beaucoup plus cher en fait de remonter, parce qu'il faudrait qu'on dépense de l'énergie en fait pour remonter l'électricité, plutôt que d'exploiter la source qui est sous le terrain. On a l'avantage, c'est qu'on a une source qui passe sous notre terrain, qu'on exploite, du coup ça nous contraint beaucoup à gérer l'eau. Tout à l'heure il y avait la question de l'eau, on met en place pas mal de choses pour la gérer. Donc là vous avez la situation, donc pour point bas, point haut le massif de l'Étoile, le massif de Marseille vers au sud. Donc vous voyez bien en bleu le canal, on est au-dessus du canal, on est 47 mètres au-dessus du canal. Donc ça, par mètre cube, ça coûtera à peu près 60 centimes pour remonter l'eau en électricité. Du coup en plus on consomme pas d'électricité. Même si aujourd'hui on consomme de l'électricité pour remonter l'eau depuis la source, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on aurait à remonter pour faire venir du canal. Donc on va vraiment à une proximité avec la ville. Donc aujourd'hui on est sur 2 hectares. La première idée, ça s'appelait pas Terre de Marche à l'époque, du coup ça n'avait pas de nom. Ça a été à l'automne 2014, à la suite de notre étude, on a été diplômé en juin 2014. Le marché du travail à l'époque était mauvais. Le marché public prenait le contre-coup de la crise de 2008, du coup il n'y avait aucun emploi pour des paysagistes. Dans notre promo, par exemple, pour vous donner une petite ordre d'idée, aujourd'hui, il y a moins d'1 personne sur 4 dans notre promo, donc sur les 70 personnes qui sont sorties de la promo de Versailles-Marseille 2014, il y a moins d'1 quart des gens qui travaillent dans le paysage aujourd'hui. Voilà. Parce que du coup, il fallait bosser, il fallait manger aussi, donc voilà. On a commencé au premier automne à cultiver un petit jardin de 20 mètres carrés, il n'y avait pas ni collectif, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. Ça a commencé à se mettre en place dès le début 2015 où on a commencé à disséminer nos tomates, nos projets, tout ça à droite à gauche à Marseille. On a fait un premier repas de soutien pour financer les premières installations pour faire l'arrosage. On a commencé du coup avec 500 mètres carrés. 2 mois après, on a vu que tout ce qu'on produisait au moment où c'était cueilli, c'était déjà vendu. Du coup, on est passé à 1000 mètres carrés. Ensuite, 2016, 3500 mètres carrés. 2017, 7000 mètres carrés. 2018, 1,5 hectare. 2019, 1,8 hectare, et là on vient de passer les 2 hectares cette année. Plus on est en train de construire une grosse serre de 1000 mètres carrés, et on a 150 poulettes pondeuses en bio également. Voilà. Et on va embaucher une première salariée. C'est ça, alors au début on voulait faire une scope parce qu'on voulait un fonctionnement égalitaire, et en fait ça passait pas parce qu'on est à objet mixte. C'est un format spécial d'entreprise agricole qui s'appelle une SARL à objet mixte. Voilà, et qui nous permet du coup de
réunir sous une même casquette plusieurs axes de travail. Régulièrement, d'ailleurs, lundi il y en a une, on va faire la première idée de l'année. En fait, on a vraiment une vocation pédagogique. On n'a pas vocation à nourrir tout Marseille, hein, sur 2 hectares. On sait qu'on y aura pas à Marseille actuellement, je ne sais pas combien c'est. Un Français moyen, je pense que ça doit être une 50aine d'hectares pour nourrir aujourd'hui un Français. On peut le faire sur beaucoup moins, hein, en vrai. Mais le mode de production de l'aliment aujourd'hui fait qu'il faut à peu près une 50aine d'hectares par Français. Nous, sur nos 2 hectares aujourd'hui, sur le groupe œufs, fruits, légumes, amandes, on a un peu parlé d'amandes aussi, d'olives, concassées et un peu d'épices. On nourrit une centaine de familles par semaine avec une production. J'entends un petit peu, ça me paraît beaucoup, 50 hectares. Je crois que c'est un. Quand tu la viande dans les 50 hectares. Oui, il y a toute l'alimentation. Et ça tend, et après, même après, on peut encore l'agrandir, parce qu'il commence à y avoir des carburants, des trucs comme ça, et du coup, l'impact d'hectares par Français et l'alimentation. Promis, la prochaine fois, on apporte le chiffre avec les Allemands. On distribue une partie de notre production sous forme de panier et sous forme de marché. On fait un marché directement à la ferme et on distribue également au centre-ville près de la place Castellane. C'est un panier, la particularité c'est qu'on fait un panier sans engagement. Contrairement à une AMAP, on a un engagement pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Là on fonctionne à la semaine, tous les dimanches on dit cette semaine on va cueillir ça, ça et ça. Donc ça nous oblige en fait à changer toutes les semaines notre composition. Ce qui fait qu'en diversité maraîchère, or je ne compte pas là-dedans les arbres, vraiment que la culture maraîchère, c'est qui reste moins dynamique dans la planche, on a quasiment une variété de légumes pour chaque jour de l'année. Aujourd'hui on a une biodiversité cultivée de quasiment 400 espèces maraîchères. Et sur, j'ai parlé du coup de la biodiversité totale, on a toutes les espèces endémiques méditerranéennes, on a un couple d'aigles de Bonelli, par exemple, et 57 couples d'aigles de Bonelli en France qui restent aujourd'hui, on en a un sur notre ferme. D'ailleurs, on devrait sûrement passer refuge alpéo assez prochainement, parce que du coup, on a plusieurs espèces protégées qui nichent en fait au sein de notre ferme. On a en plante productive, on va avoir une diversité d'un peu plus d'1 millier d'espèces productives. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on peut manger, que ce soit des épices, on a du houblon, on fait de la bière avec des brasseries qui sont au pays de Marseille, on fait du poivre, on fait des agrumes aussi, ça d'un côté. On a tous les fruitiers qui poussent à Marseille. On fera un petit point tout à l'heure sur la question du changement climatique aussi, parce que du coup on est en train de prendre le pas sur, on le voit, on a commencé, déjà en 5 ans, on a vu des choses qui commencent à changer. Là par exemple, là aujourd'hui je vous parle, les pêchers sont en fleurs. Moi ils sont en fleurs chez nous, dernière décade de mars. Les vignes sont déjà poussées de 15 cm. Et après, il y a toute la faune, forcément il y a une biodiversité végétale, du coup il y a une biodiversité animale qui vient avec. Ça on l'a vu aussi, on a suffisamment avancé avec l'université, mais du coup on a travaillé pour que eux viennent faire des relevés, notamment sur l'entomofaune. Parce que nous on voit les nouvelles espèces apparaître, alors est-ce que c'est parce que du coup on y fait plus attention, ou est-ce qu'effectivement elle est arrivée parce qu'on lui a amené une recherche. On verra ça dans le temps. Donc voici aujourd'hui la ferme. Non, du coup, il y a tous les espaces là qu'on a mis en culture. On a la particularité d'être sur un des vestiges agricoles de Marseille. À l'époque, Marseille, le croissant nord en fait, était maraîcher. Tous les agriculteurs ont fui quand il y a eu la pression foncière qui est arrivée à la fin des années 60, le retour des guerres d'Algérie, tous les lotissements, les bastilles qui tombaient les unes après les autres. Et du coup, ce qui explique l'urbanisme de Marseille, où en fait, on voit le territoire bastidaire, hop, il y en a une qui est tombée, c'était le moment des grandes barres, donc il y a une grande barre. À côté, c'était le moment des castors, donc il y a un castor dessus. Castor, je sais ce que c'est un castor, oui. C'est bon. Etc. Et après, à côté, c'était des villas, et du coup, l'urbanisme de Marseille est très en patchwork. Nous, on est sur un terrain super préservé, qui fait en tout 57 hectares, 11 hectares de terre arable. On voit ici, puis encore là-bas derrière. Et le reste, c'est de la colline. Juste une question, oui. Les terres, vous les avez achetées ou on est en fermage. On est en fermage, mais sa particularité d'appartenir à la famille étant bien les terres.
Ah d'accord. Augustin qu'on a vu tout à l'heure. Et un loyer pour ça, c'est combien? À l'hectare actuellement, la norme littorale, on est à 400 € l'année l'hectare. Donc là, on est à 600 des poussières. Voilà, donc tout le champ là est en train d'être transformé en serre, parce que du coup, on a un problème de production, notamment sur les cultures de fin d'hiver et sur le précoce, c'est-à-dire la courgette, les premières courgettes, les premières tomates. Du coup, on a un besoin de produire plus en forcé. Tout est sans chauffage, je vais préciser, parce qu'on n'aime pas l'idée sans chauffage. Vous êtes en zone agricole? Alors, Marseille, il y a 1,7 hectares de terres agricoles sur le PLU, qui ne sont pas cultivées. Voilà, qui sont bien plus à l'est, qui sont fraîches. Et nous, on est en zone naturelle, parce qu'on est au-dessus du canal. Oui, tout à fait. Et actuellement, le PLU de Marseille, ouais, dans le quartier, on a estimé qu'on avait fait nos diplômes. Bon, entre-temps, il y a eu un peu de lotissement, mais au moment où on a fait nos diplômes, on a fait une identification des terres encore arables. Et juste dans le quartier, il y a une réserve à peu près arable de 250 hectares. Et vous êtes passé en zone agricole ou non? Ça, du coup, on travaille avec la mairie. Oui, voilà, c'est ça, c'est intéressant. L'avantage d'avoir fait un diplôme de paysage sur les questions agricoles, c'est qu'on était en contact avec les services de la ville, et du coup, on voit qu'il y a des choses qui bougent dans ce sens-là depuis qu'on a commencé notre activité. On est cité en référence, en fait, aujourd'hui, pour les modifications de PLU et de... Parce que c'est intéressant pour vous, pour faire des hangars, etc. Parce qu'en zone naturelle, vous ne pouvez rien faire. Sauf aussi un bâtiment existant. En fait, du coup, il y avait le retraiteur est là aujourd'hui. Ouais, Parce qu'en fait, c'était l'ancien hangar d'élevage des verras, parce qu'il y avait un élevage de cochons là-bas aussi. Il y avait des poules sur le côté, et après, ça a été, dans les années 70, ils ont tenté de faire de la vigne, ça n'a pas super bien décollé. Là, c'était une zone de culture jusqu'au fin des années 50, début 60. Hop. Alors, vous avez cette grande parcelle ici au milieu qui fait 2800 m². La particularité, c'est que on travaille, je parlais tout à l'heure, des impacts du changement climatique. On l'a subi, on a commencé la première année 2015, on s'est bien passé, il y a eu 2-3 orages pendant l'été, il a fait beau. Ensuite, on s'est payé 2016. 2016, il n'y a pas eu une goutte de pluie sur Marseille du 18 avril au 30 octobre. Voilà, on s'est retrouvé notre nappe à nous, donc la fontaine est ici au fond du vallon, on a un bassin de rétention d'eau ici, et après tout est irrigué, en fait il y a un pipe au milieu qui irrigue toutes les parcelles en bâton. La nappe est descendue au niveau critique, c'est-à-dire qu'on a été classé en noir à la fin du mois de septembre. Du coup on ne peut plus irriguer, donc on a laissé sécher une partie du culture. Suite à ça, on a développé un modèle en s'inspirant d'un modèle qui a été créé à Avignon, un modèle d'agroforesterie. Qui s'appelle le verger maraîcher, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des cultures, des doubles lignes d'arbres fruitiers et d'arbres compagnons de la culture, des fixateurs d'azote, des choses qui vont apporter de la nourriture pour des insectes qui vont nous aider, nous, à lutter contre les insectes qui attaquent nos cultures. L'effet, c'est qu'en fait, à terme, voilà, là ils sont encore... actuellement ils sont un peu comme ça, mais ils vont encore pousser de 1 ou 2 mètres. On va avoir 6 planches de culture au milieu. Tout à l'heure, on parlait des différentes strates. On va voir les 6 strates qui sont représentées. Les bulbeuses, les herbacées, les arbustes moyens, les lianes et après les arbres. Ça va nous permettre en fait, de créer dans cet espace-là en fait, un microclimat pour garder l'hygrométrie, parce que l'été, une bonne partie des nuisibles en fait, aux cultures viennent parce que le fond de l'air est suffisamment sec pour qu'ils se développent, notamment les acariens. Et certains champignons qui arrivent à se développer juste dans des conditions, quand le végétal est en stress, du coup les champignons vont s'installer là, et puis au premier retour du végétal d'automne, ça va éclater. Et en bio, du coup, il n'y a pas de traitement en bio, on prévient, on n'a quasiment pas le moyen de traiter. On utilise très peu de cuivre, voire pas du tout si on veut, parce que le cuivre, certes, c'est bon contre les champignons du feuillage, mais c'est aussi bon contre les champignons du sol, dont on en a besoin. Voilà, et après en retour, tout ce dont Pierre-David parlait tout à l'heure sur les questions climatiques, sur la question de la nourriture, c'est qu'après les feuilles retombent au sol et du coup on renourrisse, on crée un cycle comme ça, vertueux, du coup de nourriture du sol, comme il y a plus de matière organique, ça retient mieux l'eau, donc les végétaux poussent mieux, etc. On utilise pas mal de paillage sur les cultures. Il y a certaines cultures où on ne peut pas mettre de paillage, en fait, notamment la tomate. On a essayé, en 5 ans, on a essayé 5 paillages différents sur la tomate et du coup, de l'année dernière, on est passé au plastique parce qu'on n'a pas de meilleure solution actuellement.
pour quelque chose qui fasse un paillage, ça sert à quoi? Ça sert à éviter que les mauvaises herbes poussent. Ça sert à conserver l'eau dans le sol. Et c'est du coup c'est facile aussi à travailler pour passer entre, pour faire les cueillettes et tout. La paille, le lin sont des nids à champignons, à limaces, du coup notamment un champignon qui mange le cœur du pied de tomate. Donc aujourd'hui on essaie d'utiliser le moins de plastique possible, mais pour certaines choses aujourd'hui on n'a pas de meilleure solution. Donc on utilise de la bâche réutilisable qui du coup un maraîcher classique, une bâche comme ça va l'utiliser 2-3 ans en moyenne. Là les premières qu'on avait achetées il y a 5 ans elles sont encore comme neuves parce qu'on en prend soin, du coup ça demande un peu plus de main d'œuvre, mais du coup on réduit l'impact carbone au mètre carré. Sur le niveau des outils de travail, on est très peu mécanisé, on a un petit motoculteur juste pour faire les lits semi-fins, pour tout ce qui est petites graines, les carottes, les radis, tout ça. Et sinon après on utilise beaucoup des outils low-tech, parce que du coup on est en ville aussi, il y a une question de rapport avec le voisinage et tout, donc si on arrive avec un gros tracteur qui fait du labourage à la journée, on va avoir des bons rapports de voisinage. Et au final, en fait, du coup, certes ça prend un poil plus de temps, mais on se retrouve avec le même résultat. Un travail plus fin, ce qui nous permet aussi d'avoir une plus grosse densité au mètre carré de production. Par exemple, un maraîcher classique sur un mètre carré, il va produire par exemple, imaginons 3 choux. Nous, sur un mètre carré, sur la même planche, comme on a pu désherber à la main, en fait, on va planter en strates, pareil. On aura fait sur la première vingtaine des radis. Quand les radis auront commencé à lever, on va planter les choux au milieu. Et entre la ligne de choux, on aura planté également une ligne de fenouil. Ce qui fait que sur un mètre carré, au lieu d'avoir 3 choux, en fait, on se retrouve avec 3 choux, 7 fenouilles et une vingtaine de bottes de radis. C'est une technique, le nom n'est pas très beau, ça vient d'Amérique du Nord, ça s'appelle le gros bio-intensif. Ça cultiver bio de façon hyper intensive, donc en intensifiant, on s'inspire en fait de ce qui se passe en nature. Hein. Ça on voit, c'est une planche dans la nature en 2-2. La nature va installer plein de plantes en fait, parce que la nature va avoir du vide. Hein. Et du coup, si on le fait nous, si on met que des plantes productives en fait, pour remplir le vide, bah, du coup, il n'y a pas d'autres choses qui vont arriver. Des images d'illustration. Vous êtes combien là total? Aujourd'hui, on est 4 et on embauche une salariée au premier. Ouais. Juste une question par rapport du coup à le fait pas mal de différents plans au niveau de la rotation, c'est pas trop de problème. La ferme est divisée en 7 jardins, c'est-à-dire on appelle ça des jardins, c'est pas plus simple pour l'entretien. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est-à-dire qu'une plante, une famille de plantes en fait, ne va pas revenir au même endroit avant 7 ans. En fait, on a pris quel était le taux de retour le plus long pour éviter de maladie, c'est le poireau. La mouche du poireau, on peut avoir un entretien du nuisible jusqu'à 7 ans. Donc on sait qu'en général, à 7 ans, en fait, le nuisible a disparu de la parcelle. Et du coup, on redémarre une culture saine. Voilà. Et après, du coup, il y en a des intercalaires. Donc, par exemple, je vais reprendre le plan cette année. Donc, on avait des aliacées qui étaient ici. Donc, aliacées, toute la famille des poireaux, de l'ail, les oignons, les cébettes, les ciboules, tout ça. La parcelle était ici. Donc, en haut, on avait les tomates. Ensuite, on va avoir un verdure racine. Ensuite, on va avoir les courges, cucurbitacées, donc également les courgettes, et les melons, les pastèques, les kiwanos, tout ça. De nouveau un verdure racine. En fait, les verdures racines, on les met entre deux cultures gourmandes, c'est-à-dire entre choux et courges. On va mettre une verdure racine, c'est-à-dire tout ce qui est les petits radis, les radis raves, les navets, tout ça, qui demandent moins d'énergie au sol. Qui eux peuvent avoir un retour de 2 ans, parce qu'on sait qu'en une année on a épuisé le nuisible. Et du coup, comme ça ne tire pas trop, le sol a le temps quand même de se reposer, même s'il est cultivé. Et on n'est pas obligé de le faire de jachère. Ce que tu nous racontes, ouais. Là, c'est le fruit d'une expérience. C'est quelque chose que tu avais déjà appris. D'où ça sort? Alors, un petit peu par passion personnelle. Par exemple, l'année où j'ai passé mon diplôme sous la table de l'école du paysage, il y avait une portée de poussins qui était baladée sous les tables. C'est moi qui ai arrêté. Non, 2-3 trucs par passion, mais après, sinon, que du
que de l'apprentissage. On avait un petit bagage théorique. Bon, après, on a quand même un gros cursus agricole. Moi, j'ai commencé par une 3e agricole et jusqu'à Bac plus 7 en agronomie. Mais que du théorique. On n'était pas les mains dans la table, on apprenait tout sur du papier, on n'était pas du tout ça en pratique. Et après, à partir de 2014, quand on a commencé un peu à s'y intéresser, l'Internet. Aujourd'hui, on est en contact avec des gens. Là, en fin décembre, j'avais la Vierus, j'ai la mairie de Genève, la mairie de Lausanne qui sont venus visiter pour du coup, ils sont intéressés par le modèle. Mais aussi sur l'échange de connaissances en fait, avec d'autres maraîchers, avec d'autres jardiniers partout dans le monde. On est aujourd'hui en contact avec toute l'école d'agriculture urbaine du Canada, toute la francophonie. Il y a un réseau sur Lausanne qui s'appelle MSV Pro, Maréchal sur sol vivant. Du coup, on a des fils de discussion et on échange avec tous les gens au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Suisse, partout où ça parle français. Les Chinois aussi. Il y a des points, il y a des points. Vous faites des formations? Dans le je suis. Mais là, cette année, on a arrêté parce qu'on a trop de chantiers en cours. Et du coup, on s'est dit que c'était bon, finir le chantier avant de pouvoir réattaquer à destination. Du coup, on faisait des scolaires aussi, on a de la maternelle à des gens qui de Bartec, vraiment tout niveau. Voilà. Et pour les adultes aussi, on a fait aussi. Les poules, du coup, c'est un autre modèle agroforestier. On va avoir en association abeilles, poules, oliviers. Les poules, en fait, en grattant le sol, notamment là actuellement, en grattant le sol sous les oliviers, en fait, chopent les mouches de l'olive qui sont en train de sortir. Et du coup, comme la terre se réchauffe, les mouches de l'olive sortent pour aller batifoler, et puis dès qu'il y aura les premières informations pour les premiers dents. Donc on réduit la pression de la mouche de l'olive sur l'olivier. L'olivier protège les petits rapaces. Les diamants de bec de bonnie. Pour les poules, il y a une fois 15 000 volts et deux fois 8 000 volts. Le renard ne passe pas. Non, actuellement, les seuls dégâts qu'on a eu sur les poules, c'était un grand duc qui est descendu, ils nous ont mangé deux dans la nuit. Il y a deux qui étaient restés dehors. Voilà. Mais du coup, pour nos poules, la menace essentielle, ça vient du ciel. Voilà. Et du coup, un rapace en fait, va se poser seulement s'il a l'angle du coup de redécollage en fait, derrière. Parce que certes, il peut piquer, mais après, s'il n'a pas l'angle de redécollage, il ne va pas se poser. Voilà. Du coup, les oliviers, en fait, comme ça, on a replanté d'eau justement pour densifier les lignes de culture. Et enfin, les poules mangent également le frelon asiatique, qui attaque les abeilles. Et du coup, les trois ruches, on a un frelon, on va être sur un demi-million d'abeilles, et les trois ruches en meilleure santé sont celles qui sont liées du poulet. On parlait de biodiversité, c'est une espèce d'abeille sauvage qui a dû apparaître l'année dernière. Le matin, ils attendent sur des fleurs de ciboulette, en fait, parce que du coup, la ciboulette produit, tous les aliacéaires produisent une éclair au matin. Et après, pendant la journée, il fait trop chaud, du coup, il arrête de gêner. Du coup, ils attendent le matin et ils mangent leur éclair, puis ils vont ailleurs pendant la journée après. Après, par exemple, on limite le nombre de ruches qu'on a sur l'exploitation. On sait que l'exploitation produit tant de nourriture par an pour les abeilles. Si on était plus de ruches, du coup, ce serait au détriment des abeilles sauvages. Ça, il faut le savoir. Il y a certains camps où il y a trop d'abeilles domestiques qui ont été mis dans les villes, notamment. Et du coup, on observe une chute libre des populations d'abeilles sauvages, parce qu'en fait, les abeilles domestiques mangent la nourriture historique des abeilles sauvages. Donc l'activité de traiteur, on va en parler tout à l'heure. On fait également du snack de temps en temps au centre-ville. Ça, c'est un burger végétarien, c'est pas de la viande. C'est un steak d'aubergine. Et on a fait revenir des viandards selon. On peut vous poser une question? Oui. Au niveau financier, vous payez des biens? Actuellement, on a un équivalent SMIC. On retrouve ce monte ici à la fin d'année. D'accord, donc vous avez
Après les 2 premières années, ce qui n'est pas du tout, alors oui, ça j'ai fait l'historique tout à l'heure, mais j'ai pas fait l'historique légal. On a été un collectif, donc sans aucune structure juridique, la première année et demie. Ensuite, il y a une association, c'est un format d'association pareil, c'est une association de préfiguration d'entreprise, qui a duré du coup jusqu'en avril 2018. Nous a permis aussi de se former à la gestion d'entreprise aussi, hein. J'ai fait la comptabilité par là. Et au bout de l'automne 2017, quand ça a toqué, voilà, on commence à faire un peu beaucoup de chiffre d'affaires. On a peut-être pensé à changer de forme juridique et du coup on avait causé les statuts d'entreprise en avril 2018. Et voici du coup un petit schéma qui synthétise un petit peu tous les... Parce que du coup notre vision de paysagiste nous pousse à sortir les mains de la terre et à voir un petit peu ce qui se passe autour. Et les échanges du coup qui se créent entre nous qui sommes en frontière de collines. En fait, là, on a massif des étoiles. En 2017, là, quand il y a le grand feu de Vitrolles, nous on a envoyé les fumées qui passaient là juste au-dessus du truc. Le feu s'arrêtait à 900 mètres, 1 km de chez nous. On voit bien qu'on est altimétriquement sous le canal de Marseille. Qu'est-ce qu'on produit pour la ville? On produit la nourriture. Les fruits et légumes pour les familles. Au printemps également, voilà, du coup, là, on est en train de faire pousser les petits plants. Du coup, on alimente en plants maraîchers les différents jardins des Marseillais. La partie tableau, j'en parlerai après. Et après, l'espace de production, du coup, nous, on a un espace qui est complètement irrigué. On le voit l'été, hein, vous avez vu tout à l'heure, c'était une vue de drone. L'été, on fait aussi des vues de drone pour l'état de la ferme. Et puis, ça nous permet aussi d'analyser un peu le sol, en fait. Parce qu'en été, si vous montez au-dessus, vous voyez les taches sont plus vertes, donc nous ça donne des intuitions sur des endroits où il manquerait peut-être un peu de fertilisation, où il faudrait mettre un peu de fumier. Voilà, et on voit bien, ouais, vraiment, on a une tache verte en fait en bordure de massif, donc un excellent coup de feu. Donc on débroussaille également tous les bordures de parcelles, donc ça les pompiers sont assez contents depuis qu'on est sur Marseille. Et après aussi, du coup, en débroussaillant les bordures de parcelles, donc les premiers mètres carrés de garrigue, on récupère du paillage. Au printemps et à l'automne, la colline fournit combien de nectar aux butineuses. Même si tout à l'heure on parlait de changement climatique, on voit un net changement du... Moi à l'origine j'ai appris l'agriculture en Alsace. Je suis pas méditerranéen. C'est une apiculture qui est complètement différente ici. Hein. Nous on a des abeilles qui sont non transhumants, elles restent ici l'été, donc elles ne vont pas sur la lavande, elles ne vont pas dans les Alpes l'été. Donc il faut qu'on leur trouve une nourriture l'été. C'est actuellement, en Alsace, il va y avoir un hiver de début novembre à début mars à peu près. Mais aussi pareil, l'hiver tend à se raccourcir. À Marseille, il n'y a pas d'hiver. Les abeilles, là, pour moi, elles ont tourné, il n'y a pas gelé, hein, elles ont tourné tout l'hiver. Elles m'ont fait une mielée de romarin début décembre, alors que normalement on la sort la mielée début février. Et on se retrouve avec en fait un hiver, entre guillemets, en plein été en fait. Entre mi-juin et mi-septembre, on se retrouve, il n'y a plus de nourriture pour les abeilles. Et du coup, dans les haies qu'on a plantées notamment, on a apporté pas mal de plantes nectarifères pour qu'il y ait une nourriture d'entretien l'été pour les abeilles. On a une partie également de la colline où on a un droit de cueillette. Du coup, ça nous permet de faire des aromatiques en fait. On a plusieurs espaces. On a notre linéaire romarin, puis on a l'espace pour les thym. On a des tâches comme ça. Et après, plus globalement, à moyen terme, voire à long terme, bon, même s'il y a déjà eu des exemples, des échanges avec d'autres pays, on aimerait bien pouvoir être vecteur aussi sur la question de l'agriculture urbaine, sur la question de l'agriculture méditerranéenne également. Avoir des échanges d'expériences, de graines, pour créer des ateliers ou des formations avec l'espace méditerranéen et puis après peut-être plus largement. Je vais finir sur la question du changement climatique. Donc tout à l'heure on voyait l'histoire de l'agroforesterie historique. Du coup, là on cherche à garder l'unité au sein des parcelles. 2016, on est très calé sur la météo, parce que quand on est maraîcher, il faut qu'on soit à la météo au jour le jour. On est arrivé à un taux d'humidité dans l'air qui est descendu sous les 15%. Et pour donner un ordre d'idée, c'est une condition subsahélique. En Tunisie, par exemple, c'est sous Hammamet, c'est le début du désert. Voilà, du coup, pendant 3 jours de suite.
Voilà, nous, heureusement, il y avait un petit peu d'humidité qui redescendait de la ville. Et on a, du fait des plantations, on voit aussi apparaître un tampon sur la question de l'îlot de chaleur de Marseille. Quand on a commencé, il n'y avait aucun arbre, du coup, enfin, il y avait quelques arbres vestiges, mais il n'y avait pas la structuration de haies qu'on a actuellement. On avait une différence de température de 4,5 degrés avec non, pardon, il y avait une différence de 3 degrés entre le centre-ville et chez nous. Aujourd'hui, on arrive à une différence de 4 degrés. C'est vrai qu'il fait 4 degrés moins chaud au sein de la ferme aujourd'hui qu'au centre-ville. Et du coup, sur les espèces qu'on cultive, du coup, on va chercher comme on a l'eau, comme on a l'hygrométrie qu'on arrive à garder maintenant, on va chercher des espèces en Asie. Donc en fait, plutôt que de se tourner sur une biodiversité subsahélique, qui est pas très liée qui est biodiversité, mais pas en termes productifs, on va chercher sur des zones subtropicales, parce qu'en fait, Marseille, actuellement, on est un peu toute la zone littérale méditerranéenne d'ailleurs. On est un peu à la jonction entre soit on va partir sur la désertification, soit si on apporte un petit peu d'eau et qu'on est malin sur garder cette eau au niveau du sol, on va partir sur une zone subtropicale comme ce qui se fait actuellement. Ils sont en train de le faire du côté de Barcelone. Il y a 2 ans, ils ont planté du manguier à Barcelone par exemple. Ce qui se faisait avant, par exemple, au sud de l'Espagne, du côté de la Bufera, les bananiers, voilà. Et du coup, on prend que des choses subtropicales qui sont... on a une formation de botaniste à la base, donc on connaît l'histoire des espèces invasives et tout, donc on fait très attention dans le choix. Et du coup, tout à l'heure, je disais les poivriers, donc on a 5 variétés de poivres différentes, on a des poivres de Tibet, des poivres d'Afrique, des trucs assez cool. On devrait, l'avancée de la chaleur vers le nord fait que d'ici, normalement, 1 ou 2 hivers, s'ils ont pu planter à Barcelone de la mangue, on devrait pouvoir faire de la mangue de Marseille d'ici quelques années. Voilà. À la fois c'est sympa, mais à la fois c'est pas très rassurant. Voilà. Bravo. On l'a fait 4 fois de suite. On a commencé. Alors on a une particularité, c'est qu'on a un sol hyper calcaire. Faire de l'agrume sur ce sol, c'est un exploit. On a un pH de base à 8,2 et un pH actif à 8,7. On a quasiment de la chaux en sous-sol. Ce qui fait qu'on a de la chlorose sur beaucoup de légumes, même on arrive à avoir de la chlorose sur la fraise, c'est quand même assez fort. Notamment les fraises c'est super difficile, le pommier, le poirier aussi, le poirier souffle beaucoup. Une partie des houblons, du coup, on a fait un essai variétal sur 15 variétés de houblons méditerranéens. Il y en a une partie qui ne supporte pas du tout le calcaire. On essaye d'acidifier un petit peu. L'agriculture, on a une agriculture. On appartient à beaucoup de modèles, on ne dit pas en permaculture, on utilise le plastique. Si on dit qu'on est en permaculture, il y en a qui pensent de toute façon. Même si l'esprit de travail est à peu près le même, c'est amener le maximum de choses au même endroit, le maximum de biodiversité, et que le sol soit toujours couvert. La permaculture, c'est une culture permanente, il y a toujours quelque chose à cultiver à un endroit. On appartient au monde de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est en fait c'est pas la plante qu'on travaille, c'est le sol qu'on travaille pour nourrir du coup la plante. C'est-à-dire qu'on ne va pas soigner, c'est pas la plante qu'on soigne, on soigne en général en premier le sol, et ça fait que la plante est beaucoup moins malade. Et du coup, justement, la matière organique, elle vient d'où? Alors, on est en ville. Ouais, ça c'est une toute petite fraction. On est en ville. Du coup, les élagueurs en fait payent pour aller jeter leur BRF des charges, donc ils sont contents d'avoir un endroit pour glaner gratuitement, et nous ça nous fait des cubes de BRF en fait. Alors, il y a une partie qu'on composte sur la ferme. On mange avec un peu de une écurie juste à côté, pareil. Donc, du coup, on mélange ça, on composte pendant au moins 1 an, parce que potentiellement des chevrons, on a pu leur donner un peu d'antibiotiques. On sait que dans un compost qui est monté à plus de 75 degrés, les antibiotiques sont complètement décomposés. Donc on composte pendant 1 an, on reçoit plusieurs fois, on l'arrose parce qu'il monte complètement en température. On n'a pas de station d'épuration, on n'est pas raccordé au tout à l'égout, on n'est pas à l'eau de ville, toute notre eau vient de la source. Du coup, on a une fosse septique qui est suivie par une autre histoire derrière. J'ai étudié en Suisse une année, j'ai fait la gestion des milieux humides. Donc,
j'ai une spécialité dans tout ce qui est épuration des eaux par les bactéries par les plantes. Du coup, on a un circuit sceptique, phytoépuration et enfin infiltration. Donc, du coup, on infiltre l'eau, principe de précaution pareil, dans une haie non productive, mais enfin, productive par parallèle en fait. C'est-à-dire en fait, dans cette haie-là, il n'y a que des arbres fixateurs d'azote et essentiellement en fait des arbres à abri et nourriture pour les auxiliaires aux cultures. Ouais. Et là on est content, il a bien plu. On a la fosse qui déborde. La fosse, pardon. La nappe, pardon.